Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Chezeville à l'antenne, toujours ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Le thème d'aujourd'hui est multiple. Je vais essayer de passer d'un sujet à l'autre le mieux possible. Pour commencer, je voudrais dire que je ne me suis rarement exprimé au sujet de la vaccination anti-Covid. Vous vous rappellerez peut-être qu'au début de l'année en cours, j'avais invité un médecin, le docteur Homelin, pour nous parler du vaccin qui faisait à l'époque, qui commençait tout juste à être utilisé. Mais depuis, je me suis bien gardé de commenter et de prendre parti. Pour ma part, la semaine dernière, j'ai reçu ma 3e dose Pfizer. Dans ma vie, j'ai reçu de nombreuses vaccinations, de très nombreuses vaccinations. Si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas pu mener la vie que j'ai menée et travailler dans tous les pays où j'ai travaillé. J'ai même été vacciné plusieurs fois contre le choléra, à une époque où cette vaccination était encore pratiquée. Depuis 1989, j'ai été vacciné contre la fièvre jaune tous les 10 ans. Si cela n'avait pas été le cas, l'entrée dans certains pays m'aurait été interdite. Depuis mon retour en Corse, je me fais vacciner chaque année contre la grippe. Je n'ai jamais eu le moindre effet secondaire, que ce soit pour ce dernier vaccin ou pour tous les autres que je viens de mentionner. Et je n'ai pas eu d'effet secondaire non plus avec les 3 doses de Pfizer que j'ai reçues contre le Covid-19. Louis XVI avait tenu à faire vacciner ses enfants contre la variole. À l'époque, on disait inoculés. C'était dans les années 1780. Nous sommes en 2021. La rage a pu être vaincue grâce à Louis Pasteur et à l'inoculation qu'il pratiqua en toute illégalité à l'époque sur un jeune garçon. C'était en 1885. La France aime beaucoup se faire appeler la patrie des droits de l'homme, ce qui est loin d'être toujours le cas. Par contre, elle est indubitablement la patrie des vaccins. Même si, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, la France s'est fait dépasser par d'autres pays. C'est ainsi qu'aucun laboratoire français n'a été capable de produire en temps et en heure le fameux vaccin contre le Covid. Trop souvent, en Afrique, j'ai été le témoin de campagnes anti-vaccins menées par des charlatans, imams ou pasteurs autoproclamés. Ces derniers profitent de l'ignorance et de la crédulité de certaines populations pour faire croire que les vaccins sont des complots de l'Occident, destinés à stériliser les Africains, voire même à tuer les enfants africains innocents. De telles affirmations mensongères ont réussi parfois à faire échouer des campagnes de vaccination. Et dans certaines régions d'Afrique, dans le nord du Nigeria par exemple, la polio continue à faire des victimes. De nombreuses causes valent que l'on se batte pour elles. Je suis moi-même pleinement investi dans un certain nombre de causes qui, selon moi, en valent la peine. La cause des enfants soldats, la cause des albinos africains, la cause de nombreux peuples en lutte pour leur survie, comme le peuple arménien de l'Artsakh ou les peuples amérindiens de l'Amazonie. Mais que l'on ne vienne surtout pas me chercher pour manifester contre la vaccination anti-Covid. Les peuples de Guadeloupe et de Martinique ont 1000 fois raison de s'indigner lorsqu'ils n'ont pas d'eau courante ou lorsque les lobbies bananiers continuent à utiliser des produits chimiques interdits partout ailleurs. Produits qui ont provoqué de nombreux cancers au sein de ces populations insulaires.
Pour ces raisons, comme beaucoup d'autres, je me sens tout à fait solidaire des Guadeloupéens et des Martiniquais. J'ai cependant beaucoup moins de sympathie pour ceux qui barrent les routes et qui pillent les magasins pour protester, soi-disant, contre l'obligation faite au personnel soignant de ces deux îles d'être vaccinés pour continuer à exercer. Oui, de grandes compagnies gagnent beaucoup d'argent grâce à ces vaccins. C'est peut-être déplorable, mais la recherche coûte très cher, tant la recherche d'aujourd'hui que les recherches à venir. Et j'ai la faiblesse de croire qu'au moins une partie de l'argent gagné grâce aux vaccins anti-Covid a été et continuera à être investi dans la recherche. D'autres grandes compagnies gagnent au même moment beaucoup d'argent également, par exemple en vendant des avions Rafale à des pays qui n'en ont pas vraiment besoin. Les vaccins sont certainement plus utiles que ces machines de guerre. Je suis malgré tout d'accord avec ceux qui demandent, que dis-je, qui exigent que le savoir-faire soit partagé avec les laboratoires des pays du Sud afin de rendre le vaccin anti-Covid disponible partout. Car il peut paraître effectivement choquant que les Occidentaux, comme moi, soient en train de recevoir leur 3e dose, alors que dans un pays comme le Soudan du Sud, moins d'1% de la population a, à ce jour, reçu sa 1re dose. Il convient en effet d'être réaliste. Nous ne parlons pas ici de charité. La crise actuelle nous a enseigné qu'il est parfaitement illusoire de prétendre lutter contre le Covid en Europe ou en Amérique si ce même Covid continue à se propager en Afrique, en Inde ou au Brésil. On aura beau fermer toutes les frontières et suspendre les vols, de nouveaux variants, comme le désormais célèbre Omicron, continueront à atteindre nos contrées en provenance d'Afrique du Sud ou d'ailleurs. Mais, j'ose le dire ici, se déchaîner contre le vaccin anti-Covid, passer son temps à colporter des théories toutes plus fumeuses les unes que les autres à son sujet et s'opposer aux campagnes de vaccination, c'est stupide et très certainement nuisible. Rappelons aussi que, alors que nos grands médias consacrent l'essentiel de leur bulletin d'information à la 5e vague de Covid-19 et à son variant désormais célèbre Omicron, le fait que le paludisme a tué 627 000 personnes en 2020 a peu été mentionné. C'est pourtant la conclusion du rapport sur le paludisme dans le monde de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, publié ce lundi 6 décembre 2021. Cela représente 69 000 décès supplémentaires par rapport à l'année précédente, dont les 2/3 sont la conséquence de la pandémie du Covid-19. En effet, les campagnes de prévention du paludisme dans les pays affectés ont été perturbées, voire interrompues, du fait des mesures de confinement prises par les autorités locales pour tenter d'endiguer la diffusion du Covid-19. Il est vrai que le paludisme ne touche pas les Occidentaux. Tout autre sujet maintenant. Je me suis profondément réjoui de la visite du souverain pontife à Chypre. La présence dans cette île méditerranéenne, 2 jours durant, d'une personnalité de l'envergure du pape François, qui est à la fois un chef d'État et un leader spirituel, a rappelé au monde entier la situation inacceptable prévalant dans cette île depuis 1974. Plus du tiers de son territoire est illégalement occupé par une armée étrangère. Un nettoyage ethnique y a été effectué et des colons venus d'Anatolie y ont été installés par dizaines de milliers dans le but de modifier l'équilibre ethnico-religieux qui existait avant l'invasion. Des dizaines de milliers de Chypriotes chassés en 1974 sont toujours, 47 ans plus tard, déplacés dans une autre partie de l'île et en attente d'un retour sur leur terre ancestrale et d'une restitution de leurs biens. En zone occupée, les maisons, les terres, les entreprises des Chypriotes chassés ont été volées et données aux nouveaux venus, ces colons arrivés d'Anatolie.
Dans cette même zone, le patrimoine archéologique, architectural, religieux, non islamique, a été en grande partie saccagé et souvent pillé, le tout dans l'impunité la plus absolue. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, Nicosie, la capitale de Chypre, demeure la seule capitale au monde à être encore coupée en deux. Aucun journaliste international n'a cru bon de rappeler que le pape s'exprimait à quelques centaines de mètres d'un mur et de barbelés hideux, édifiés, érigés au beau milieu de la ville historique. Pendant 1 ou 2 jours, la visite du pape et les propos qu'il a tenus en présence du président de la République de Chypre, Nikos Anastasiades, ont remis la question chypriote à la une de l'actualité. Et c'est extrêmement positif, même si nos grands médias semblent davantage avoir retenu ce que François a dit au sujet des migrants que ce qu'il a pu dire au sujet de la division de l'île. Je regrette d'ailleurs que l'on n'ait pas dénoncé à cette occasion le jeu indigne du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui encourage en sous-main les 10 migrants à quitter la Turquie pour aller séjourner en zone occupée de Chypre, et de là, profitant des points de passage établis sur la ligne de démarcation, ces migrants s'infiltrent chaque jour dans le territoire contrôlé par le gouvernement internationalement reconnu de la République de Chypre, et donc en Union européenne, puisque ce pays en est membre depuis 2004. Le président turc fait donc exactement la même chose que le dictateur biélorusse, que l'on se plaît à dénoncer quotidiennement depuis plusieurs semaines, pour le jeu qu'il mène avec les migrants du Moyen-Orient qui ont afflué via Minsk à la frontière avec la Pologne et la Lituanie. Durant mon récent séjour à Chypre, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains de ces migrants. C'est ainsi que j'ai pu converser, en français bien sûr, avec un Congolais et avec un Guinéen dans une rue de Kakopetria, gros village du centre montagneux de l'île. Autre sujet d'actualité, la Birmanie, dont j'ai parlé plusieurs fois depuis le coup d'État de février dernier. À la suite de la reprise de pouvoir par les militaires, qui, d'ailleurs, ne l'avaient jamais complètement lâché, ce pouvoir, le 1er février dernier donc, Aung San Suu Kyi a été jugée à huis clos depuis juin 2021. Les journalistes n'ont pas eu le droit d'assister au débat du tribunal spécial installé dans la nouvelle capitale, Naypyidaw, et les avocats d'Aung San Suu Kyi se sont vus interdire de parler aux médias. Le 6 décembre, l'ex-chef du gouvernement civil a été condamné à 2 ans de prison pour incitation aux troubles publics et à 2 ans de prison pour violation des règles sanitaires liées au Covid. On en revient au Covid. Une peine qui avait été réduite par la junte, puisqu'initialement c'était une peine de 4 ans. L'ancien président Win Myint, qui était à la tête de l'État de 2018 jusqu'au 1er février 2021, membre du même parti qu'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, a été condamné à la même peine et elle a été, elle aussi, réduite par la junte. Cette peine concerne l'une des dizaines de procédures engagées par les militaires contre la lauréate du prix Nobel de la paix 1991. Elle est notamment accusée de corruption, d'infraction à la législation concernant les secrets d'État, d'atteinte aux règles sur la gestion de l'épidémie de Covid-19, autant de charges dont les peines cumulées pourraient se traduire par plus de 100 ans de prison. Le prochain verdict est attendu pour le 14 décembre 2021. Il s'agit là d'un procès truqué, selon la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, ou d'un verdict à motivation politique pour l'Union européenne. Pour le gouvernement britannique, c'est une tentative effroyable d'étouffer l'opposition. De son côté, Amnesty International a dénoncé une décision grotesque et corrompue du tribunal. Selon une ONG locale de défense des droits de l'homme, plus de 1300 personnes ont été tuées et plus de 10 000 autres ont été arrêtés dans le cadre de la répression de la dissidence
depuis le coup d'État du 1er février dernier. Donc, je profite de l'occasion pour dire, n'oublions pas la Birmanie, parlons-en. Ce n'est pas parce que les grands médias n'en parlent plus qu'il faut arrêter d'en parler. Et surtout, n'allez pas passer des vacances en Birmanie si le Covid vous le permet, parce que tous les grands hôtels appartiennent aux militaires ou à leurs familles. Pour achever cette émission, je souhaiterais aborder un autre sujet totalement ignoré par nos grands médias. Les auditeurs réguliers savent que je dénonce régulièrement les autocrates qui tentent de créer des dynasties en imposant, à la fin d'un trop long règne, leur fils comme successeur. Voici quelques mois, je me suis ainsi élevé contre la succession dynastique au Tchad, pays où j'ai vécu plusieurs années, et pays où le fils du dictateur Idriss Déby, général d'armée à 30 ans à peine, s'est proclamé chef de l'État après l'assassinat de son père. J'avais été particulièrement scandalisé, au moment des faits, par le déplacement à N'Djamena d'Emmanuel Macron pour les obsèques d'Idriss Déby. Cette présence dans la capitale tchadienne, en ces circonstances, et ces entretiens avec Mahamat Idriss Déby, le nouveau président, avaient été interprétés par beaucoup, tant au Tchad qu'à l'extérieur du Tchad, comme un adoubement de fait du nouveau président et une acceptation par la France de cette succession dynastique. Dernier sujet cette fois-ci, mais qui est lié à ce que je viens de dire, c'est le Cambodge, pays que je connais bien également. Un scénario similaire est en train de s'écrire. L'homme fort du pays, Hun Sen, ex-chef militaire Khmer Rouge, ex-dirigeant communiste, vassal du Vietnam, Premier ministre du Royaume du Cambodge depuis la restauration de la monarchie, vient de confirmer que son fils aîné, Hun Manet, serait son successeur préféré si toutefois il était capable, le moment venu, de remporter les élections. Une telle victoire dans le contexte actuel ne ferait selon moi aucun doute, puisque Hun Sen est parvenu, depuis quelques années, à éliminer toute forme d'opposition parlementaire et à mater la contestation de la rue. L'héritier présomptif, Hun Manet, 44 ans, et déjà général 3 étoiles, est actuellement, après une carrière météorique au sein de l'armée, commandant en chef adjoint des forces armées cambodgiennes et commandant de l'infanterie. Le Cambodge, pays de vieille civilisation et au passé prestigieux, héritier de l'empire d'Angkor. Le peuple cambodgien, dont la jeunesse, instruite, avide d'ouverture sur le monde, mérite sans doute mieux que la perpétuation de la mainmise d'une famille sur le pouvoir et sur l'économie du pays, et ce, depuis la fin des années 70. Presque un demi-siècle durant lequel Hun Sen et les siens ont phagocyté le Cambodge à leur profit. Pour achever cette émission, et en hommage à ce peuple khmer que je connais bien, je voudrais vous faire écouter un petit extrait musical qui a été enregistré dans une école de Siem Reap, ville que je connais très bien, au Cambodge, la ville qui est la plus proche d'ailleurs du célèbre site d'Angkor. Merci, chers amis auditeurs et auditrices, et à la semaine prochaine.